On est sur un secteur, on est sur un métier, sur un produit qui a le vent en poupe. Alors Vincent Ballot, j'ai bientôt 50 ans, donc je suis le directeur, en tout cas le propriétaire, je ne sais pas comment on peut dire, avec ma femme bien sûr, de La Grange, une torréfaction qui est implantée à Marnay, en Haute-Saône, un petit village de 1500 habitants. La société s'appelle, c'est une SAS qui s'appelle BVB, Barbara et Vincent Ballot, ça ne s'invente pas, c'est simple à trouver au niveau marketing. Et puis depuis 20 ans, on travaille dans le monde du thé, des infusions, du café. Ma femme est spécialisée dans la partie infusion thé et moi plus particulièrement dans le café. Et encore une fois, c'est un métier que j'ai découvert en sillonnant, on peut le dire, la France entière dans les années 94-95, à partir de 95, pour démarcher les torréfacteurs pour leur vendre des produits d'accompagnement du café au départ. Et puis la première chose qu'on fait quand on rencontre un torréfacteur, on prend une tasse de café, on fait une broche avec un torréfacteur, il nous montre ou il ne nous montre pas ses mélanges, ses secrets de fabrication, ses grains verts, et c'est comme ça que ce produit m'a séduit et que ce métier de la torréfaction m'a séduit. Le col bleu blanc rouge, cette distinction, ce diplôme, parce que c'est aussi un diplôme, était quelque chose d'inatteignable pour moi, dans le sens où je regardais, on a toujours, avec ma femme, regardé les meilleurs ouvriers de France comme quelque chose d'exceptionnel. C'est l'excellence à la française, un pays qui est réputé pour la gastronomie. C'était quelque chose de formidable. J'ai toujours eu comme mentor des cuisiniers, des chocolatiers, des gens qui travaillent avec ce col bleu blanc rouge et qui ont toujours été des exemples pour moi, pour nous. Et quand le métier de torréfacteur a été sélectionné, en tout cas reconnu au point de faire partie de ces 200 métiers qui pouvaient bénéficier de cette distinction, bien, ma femme m'a encouragé effectivement à me présenter, à passer ce concours, à travailler pour ce concours. Et puis quand la bonne nouvelle est arrivée, c'était quelque chose d'incroyable, très émouvant. Et en y repensant, j'ai encore les frissons. Et c'est une aventure exceptionnelle, quoi. Et ça permet vraiment de mettre un coup de projecteur sur le métier de torréfacteur, sur le monde du café, sur la filière café, pour expliquer aux gens l'importance de ce produit-là, de la plantation jusqu'à la tasse. On est sur un secteur, on est sur un métier, sur un produit qui a le vent en poupe. Le concours MOF y apporte un éclairage fabuleux, particulier. La filiérisation, le travail de structures comme le collectif café est très important sur ce dossier-là. C'est un métier qui est reconnu et l'avenir, en tout cas, va être du côté du café. On le sent dans les ouvertures de coffee shop, en ville bien sûr, mais pas seulement, en campagne. Et on est un bel exemple de cette implantation en milieu rural, de ce métier de torréfacteur, de ce café revisité, pas au sens du bistrot d'antan, mais de ce café revisité qui, par la torréfaction, permet de réimplanter en centre-ville un lieu convivial d'échange qui était j'allais dire, l'origine même du café, un endroit où on échange autour d'une boisson chaude qui permet de rester éveillé, qui permet de disserter, de discuter et puis de refaire le monde. Donc nous, on a cette prétention-là de refaire le monde à notre niveau, dans nos villages, et c'est un bel exemple en tout cas de réussite d'implantation en milieu rural, d'un commerce de proximité, ce qui a du sens pour nous, puisque politiquement c'était aussi un choix de s'implanter en centre-ville, et non pas dans une périphérie, dans un centre commercial pour redonner l'envie aux villageois et à d'autres commerçants de s'implanter dans un village de 1500 habitants. Donc il y a de l'avenir pour la torréfaction, il y a de l'avenir pour le café.
pour les infusions, le thé aussi, toutes les boissons chaudes. Et on croit beaucoup à cet effet domino, cet effet d'exemple pour donner envie à d'autres de faire la même chose que nous. Il faut aller à la rencontre des producteurs, d'abord pour leur faire voir qu'on s'intéresse à eux, ça c'est sûr, mais aussi pour rencontrer la difficulté de ce métier de producteur, la qualité de vie dans laquelle ils évoluent, et puis faire en sorte d'améliorer ça, parce que c'est notre rôle aussi. Il est important que dans la filière, tout le monde effectivement s'en sorte, gagne sa vie. Et si on veut que demain, on continue à trouver des familles de producteurs qui, de génération en génération, donnent envie à leurs enfants de produire du café vert, il faut qu'ils s'en sortent. Et c'est très important d'aller sur place, de voir les pays, de rencontrer les gens, parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce métier-là, d'aller les rencontrer, de voir comment ils travaillent, voir leur environnement, les aider aussi à améliorer certaines choses, parce qu'on peut aussi les conseiller sur certaines choses. Il y a encore beaucoup de pays et beaucoup de producteurs qui n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière la cerise de café, qui n'ont aucune idée de ce qu'est la torréfaction. Donc c'est notre rôle aussi d'aller s'intéresser à eux, puis de leur montrer aussi ce qui peut être fait pour améliorer ça. Avec ma femme qui s'occupe de la partie des infusions et des thés, on est très branché sur les pays d'Asie, l'Inde, la Chine, et tout ce secteur est très important pour le thé. Et puis là où il y a du thé, en général, il y a du café. Et c'est vrai que dans les quelques voyages que l'on a fait, sur l'Inde, sur la Chine, sur la Thaïlande, à chaque fois on a découvert des cafés fabuleux. Il y a aussi un autre intérêt, c'est que par exemple sur la Chine, qui est devenue en quelques années un très gros producteur d'arabica de qualité, au même niveau que le Costa Rica en termes de volume, c'est un missionnaire français qui a implanté le Katimor en Chine. Donc, et dans le Yunnan, par exemple, il y a des cafés effectivement fabuleux qui sont vraiment à découvrir et qui seront vraiment dans les années à venir, à cause du réchauffement climatique, à cause de certains problèmes que l'on peut rencontrer sur l'Afrique ou sur l'Amérique centrale, seront des secteurs sur lesquels la production d'arabica sera très importante. Aujourd'hui, nous, on travaille des cafés de Birmanie, on travaille des cafés de Thaïlande, on travaille des cafés d'Indonésie, bien sûr, mais on sent sur certains pays, comme la Birmanie, le Myanmar maintenant, l'ex-Birmanie, qui viennent de s'ouvrir au monde, des enjeux très importants et des secteurs qui sont très intéressants à développer et sur lesquels on doit faire confiance aux producteurs. Et ce sera, le prochain voyage sera d'ailleurs pour la Birmanie, pour aller rencontrer dans la province de Chine des tribus, des gens qui travaillent sur des cafés sauvages, des cafés de forêt, et sur lesquels on veut les aider à mettre en place une filière pérenne qui puisse se transmettre là aussi de génération en génération. Les cours du café actuels sont catastrophiquement bas, historiquement bas depuis quelques mois maintenant, et poussent beaucoup de producteurs de café à se détourner de cette plante magnifique pour cultiver autre chose. Les phénomènes de spéculation, les phénomènes boursiers sont bien plus négatifs que n'importe quel phénomène climatique pour l'instant. Donc le gros challenge pour l'instant, c'est d'essayer de faire comprendre aux consommateurs qu'ils font un acte militant en s'orientant vers les cafés de spécialité, en achetant au juste prix par les importateurs, aussi en direct, mais aussi par les importateurs, d'acheter au juste prix la production pour faire vivre les producteurs. Et le gros challenge de ces producteurs, c'est pour certains en tout cas, c'est de s'affranchir de ces cours du café, de ces cours mondiaux régis par la bourse de New York pour les Arabica, la bourse de Londres pour les Robusta, sortir de ce carcan-là pour effectivement vivre dignement de leur travail et de leur production. Donc pour moi, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, effectivement, c'est un challenge environnemental. On imagine bien que le réchauffement climatique, les surfaces et les quantités, les mètres carrés disponibles pour produire des arabicas de qualité vont se réduire. Plus on va monter en altitude, moins la surface sera importante, plus il faudra aussi sans doute travailler sur la déforestation, ce qui serait terrible. Donc on va avoir un problème, effectivement, il y a un challenge climatique important pour les producteurs à travailler, sans doute en s'orientant bientôt sur des Robusta. Je pense que le Robusta a un très bel avenir devant lui. Les Robusta de qualité auront un très bel avenir
sur le café de spécialité. Et puis l'autre challenge sera aussi un challenge, on va dire, environnemental, enfin plus qu'environnemental, ce sera de savoir effectivement si on arrivera à convaincre les gens donc, de travailler sur des cafés de spécialité, de travailler sur des cafés de bonne facture, des cafés certifiés. Et ça va être compliqué pour certains parce que l'acquisition de ces certifications est très chère. Et pour l'instant, la majeure partie de nos producteurs sont incapables de s'acheter une certification, de faire certifier leurs produits bio ou d'autres labels, parce que c'est trop cher pour eux. Donc c'est aussi un challenge important pour eux. C'est d'abord acheter effectivement des cafés disponibles dont le producteur sait l'énergie, l'argent qu'il a dû dépenser pour le produire. Ça, c'est pour moi la première des choses, pour l'acheter au juste prix. Ce sont des cafés qui sont récoltés effectivement à maturité, souvent par plusieurs passages, et non pas, j'allais dire, bêtement vendangés à un instant T pour récolter à la fois les cerises mûres et pas mûres. Une récolte à la main, indispensable aussi, en picking quand c'est possible, hein, pour là aussi récupérer les meilleures cerises, les cerises les plus adéquates et à la meilleure maturité. Et puis c'est quelque part aussi des cafés qui respectent le producteur. En tout cas pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir des cafés qui respectent le producteur, qui respectent son travail et qui lui permettent de vivre dignement. Voilà pour moi ce que l'on peut donner comme définition de café de spécialité. Mais pour l'instant, j'ai un café effectivement que j'affectionne particulièrement, qui est le café de Birmanie, du Myanmar. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un pays qui vient de s'ouvrir au monde, où la population, les gens commencent à vivre de leurs produits, commencent à les exporter. Et j'ai pour l'instant un café de la province de Chin, qui est un café nature que j'affectionne particulièrement, qui est une variété Catimor, mais qui en nature apporte vraiment une sucrosité, un côté vraiment chocolaté, très, très particulier, que j'affectionne particulièrement. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur, en tout cas sur les dernières torréfactions, c'est celui-là qui me plaît particulièrement. Notre leitmotiv, c'est vraiment d'être dans ce qu'on appelle le haut de gamme abordable, mais c'est surtout faire découvrir à tout le monde, en milieu rural, le plaisir d'échanger autour d'une tasse d'infusion de thé et de café pour se retrouver et remettre l'humanité au cœur du débat. Ça, c'est important.